Donc je lis les bonnes phrases de Warren Buffett. Ce sont des phrases que j'ai lues dans les livres et les articles que j'ai trouvés sur Monsieur Buffett. Attirer des dirigeants exceptionnels pour nos différentes opérations. Dans leur domaine, c'était déjà des stars bien avant de me connaître. Notre principale contribution est de ne pas leur barrer la route. Cela semble élémentaire. Si j'étais entraîneur d'une équipe professionnelle de foot, aucun n'aurait envie d'écouter mes directives pour taper la balle. Ces dirigeants agissent comme s'ils étaient les seuls propriétaires de leur société. Le plus beau compliment que l'on puisse faire à un manager. Leur mission est de diriger leur entreprise comme si c'était le seul bien qu'ils possèdent et qu'ils posséderont, et comme s'ils ne pouvaient pas le céder pour le siècle à venir. Ils sont passionnés par leur métier. Cela me rappelle l'histoire de ce couturier parti en pèlerinage au Vatican. À son retour, les paroissiens lui demandent comment est le pape. Il répond, il fait une taille 54. Ce sont les bons joueurs qui font la qualité de l'entraîneur. Si chacun de nous engage des gens plus grands, alors nous serons une société de géants. Nous leur suggérons de ne prendre aucune décision sous influence comptable. Nous voulons que nos dirigeants pensent à ce qui compte et non pas à la façon de le compter. Charlie Munger, getting the right people into your system can frequently be more important than anything else. Les informations macroéconomiques coûtent cher aux investisseurs et sont inutiles dans le processus d'investissement. Une bonne gestion en résultats économiques est fonction du bateau dans lequel vous êtes plutôt que de la vitesse à laquelle vous ramez. Même si le travail et la perspicacité contribuent à la réussite. Donc c'est une phrase pour expliquer que le secteur d'activité est plus important que la qualité de l'entreprise. Et c'est aussi illustré par la phrase « Un cheval qui compte sur sa 10, jusqu'à 10 est un cheval savant, mais pas un mathématicien ». Et donc, une entreprise exceptionnelle dans un environnement moyen, elle aura des performances moyennes. Si une équipe de direction continue pour son génie dirige une société connue pour ses mauvais résultats, c'est la réputation de l'affaire qui prend le dessus. Les bons jockeys gagnent avec des bons chevaux, mais pas avec des bourrins. Lors d'un achat, nous portons notre attention sur les perspectives économiques de la société, sur ses dirigeants et sur son prix. Nous ne cherchons pas à savoir quand et combien nous vendrons. Deux types d'acquisitions sont de vraies réussites. Les entreprises particulièrement bien adaptées à un environnement inflationniste, elles peuvent facilement monter leurs prix sans craindre une baisse significative des ventes et une croissance en valeur uniquement. Deuxième situation, les entreprises dirigées par des managers de renom, les rares crapauds capables d'enlever leur costume. La valeur intrinsèque, c'est la valeur de l'entreprise déterminée par ses encaissements et ses décaissements prévisionnels, actualisés au taux d'intérêt adéquat, ceci sur la durée de vie de l'actif. Avantage concurrentiel. Pour une entreprise, la force de leur image de marque, les attributs de leurs produits et la puissance de leur réseau de distribution leur offrent d'énormes avantages concurrentiels. Keynes. Plus je réfléchis, plus je suis convaincu que la bonne méthode est d'investir massivement dans les entreprises que l'on pense connaître et dans lesquelles on croit au management. C'est une erreur de penser que l'on peut limiter le risque en se diversifiant trop dans les entreprises que l'on connaît à peine et qui ne donnent aucune raison de m'inspirer confiance. Notre connaissance et notre expérience sont limitées. Il n'y a guère plus de 3 entreprises où je puisse mettre toute ma confiance à un moment donné. Benjamin Franklin. Il est difficile à un ventre vide de rester debout, en allusion à un sac de blé vide, puis étendu à d'autres domaines, dont l'investissement par LBO par la dette. Et donc, une entreprise endettée, elle a plus de mal à tenir debout. La légende d'Ésope. Il vaut mieux avoir un oiseau dans sa main que 2 dans un buisson. Selon Warren, êtes-vous certain qu'il y a des oiseaux dans le buisson? Combien sont-ils? Avec ces informations, vous pouvez connaître la valeur maximum du buisson et le nombre maximum d'oiseaux pour obtenir ce buisson. Il ne faut alors plus penser en oiseaux, mais en dollars. Churchill, vous bâtissez d'abord des maisons, puis ce sont elles qui vous façonnent. Donc c'est à propos de la stratégie de holding à long terme des investissements dont les avantages concurrentiels augmentent avec le temps. Donc au début, l'investisseur investit, puis grâce aux avantages concurrentiels, les profits augmentent et l'investissement façonne l'investisseur. L'impératif institutionnel. L'organisation résiste à toute forme de mouvement. Les projets d'investissement naissent par la nécessité d'absorber les capitaux disponibles, tout comme le volume de travail augmente pour occuper le temps.
Les gens aspirent à devenir leaders sur leur marché, même si c'est de la folie, et trouvent des stratégies financières pour justifier leurs décisions. Ils imitent leurs concurrents dans les décisions qui touchent aux fusions-acquisitions. Même pour les entreprises les mieux gérées, le risque fait partie de toute activité économique. Même aux meilleures équipes de foot, il arrivera des défaites. L'investisseur devra être assuré que ces problèmes ne sont que temporaires et profiter d'une baisse comme d'une occasion d'achat. Ayez le courage de vos connaissances et de votre expérience. En cas de conclusion positive, vous devez et vous pouvez agir. Dans le monde des marchés financiers, le courage est l'ultime vertu. Donc ça fait référence à la nécessité d'investir de manière conséquente quand une opportunité se présente. De ne pas le faire, c'est... comme les opportunités sont rares, il faut investir massivement quand il y en a une. La notion de franchise regroupe le métier, la marque, les avantages concurrentiels. C'est la taille du château et la qualité des douves. Le métier de l'entreprise, son activité et sa spécificité qui la différencie et la protège de la concurrence. Donc, encore une définition de la valeur intrinsèque. Intrinsic value, the discounted value of the cash that can be taken out of the business during its remaining life. It can change if interest rates move or forecast of future cash flow change. Un no-brainer, une occasion rare où il ne faut pas réfléchir. Mark Twain. J'étais rarement capable de discerner une opportunité avant qu'elle ne cesse d'en être une. Sun Tzu. Le temps passé en reconnaissance est rarement perdu. Alors, je continue les bonnes phrases de Warren Buffett. Ce coup-ci, c'est des extraits du livre L'effet boule de neige, auteur Ali Schroeder, qui est paru en 2010 et qui est une biographie sur Mr. Buffett. Quelques extraits. Page 578. Le grand moteur de l'intérêt composé travaillait pour lui à une vitesse exponentielle. La méthode était toujours la même, estimer la valeur intrinsèque d'un investissement, handicaper son risque, acheter avec la marge de sécurité, concentrer l'activité, rester dans le cercle de compétences, laisser aller les choses à mesure que l'intérêt composé faisait son travail. Tout le monde pouvait comprendre ces idées simples, mais peu pouvaient les exécuter. Même si Buffett rendait le processus simple en apparence, la technique et la discipline sous-jacente impliquaient en fait une gigantesque quantité de travail pour lui et ses employés. Le soleil, Mr. Buffett était effectivement agréable et chaud, mais Buffett était si concentré, son esprit fonctionnait à une telle vitesse qu'une conversation prolongée avec lui les consumait, ses employés. Mon cerveau était si fatigué, je devais récupérer après l'avoir vu. Buffett avait l'énergie et l'enthousiasme, il semblait se souvenir de chaque fait et de chaque chiffre qu'il avait lu. Il faisait en sorte que les gens se lancent volontairement dans des tâches difficiles, puis partaient du principe qu'ils pouvaient faire des miracles, et tout en étant remarquablement tolérant des défauts et des caprices des autres, il est témoin des défauts et des caprices qui lui coûtaient de l'argent. Il était si avide de résultats, si confiant dans les compétences des autres, si inconscient de la distance qui les séparait des siennes, qu'il sous-estimait chroniquement les charges de travail des autres. Page 581. Nous ne jouons pas à des jeux comptables, déclarent Buffett et Munger. Nous n'aimons pas la dette en grande quantité, nous gérons la société pour parvenir aux meilleurs résultats de long terme. Page 585. Buffett n'apprenait pas à ses enfants quoi faire de cet argent, il pensait que toute personne douée d'intelligence pouvait comprendre par elle-même. Il donnait à ses enfants des actions Berkshire sans leur dire à quel point elles pourraient être importantes à l'avenir, sans leur expliquer le principe de l'intérêt composé. Page 751. Règle de champ de course. Si une personne a $1 mais perd 50 cents, elle doit doubler son argent pour regagner ce qu'elle a perdu. C'est difficile. Il est tentant d'emprunter 50 cents supplémentaires pour le pari suivant. De la sorte, il suffit de gagner 50%, plus les intérêts que l'on doit sur le prêt, pour retomber sur ses pieds. C'est bien plus simple, sauf qu'emprunter de l'argent double votre risque. Si vous perdez une nouvelle fois 50%, les carottes sont cuites, la perte aura effacé tout votre capital. Donc ça c'est vrai, mais le principe du prix moyen pondéré, c'est de lisser un prix de revient en plusieurs achats pour que le prix corresponde à une moyenne plutôt qu'à un prix à un instant T. Donc ça c'est un petit peu le principe du lissage. Donc là effectivement là c'est péjoratif, mais il y a un côté positif au lissage aussi. D'où l'aphorisme de Buffett, règle numéro 1, ne pas perdre d'argent, règle numéro 2,
Ne pas oublier la règle numéro 1. Règle numéro 3. Ne pas s'endetter. Page 757. Exemple de LTCM, Long Term Capital Management, un fonds d'investissement qui a fait faillite en 1998 et qui a failli entraîner le monde dans une crise financière. En pièce jointe, un exemple extraordinaire de ce qui se produit quand on a 1. Une douzaine de personnes avec un QI moyen de 160. 2. Travaillant dans un domaine où elles ont 250 années d'expérience collective. 3. Fonctionnant avec un gigantesque pourcentage de leur valeur nette dans l'entreprise. 4. En faisant jouer un effet de levier colossal. Buffett, quelque chose multiplié par 0, c'est toujours 0. Enfin, pour LTCM, il a failli faire une offre aussi sur LTCM. Donc, il dit ça, mais dans le livre, je me souviens, il expliquait qu'il avait failli faire une offre et que ça ne s'est pas fait, mais pour des raisons quasiment indépendantes de sa volonté, puisqu'il était sur un bateau et le téléphone ne captait pas. Page 895. Analyse sur les entreprises de la Corée du Sud. Ce sont de bonnes entreprises et pourtant elles sont bon marché. Les actions ont vu leur prix baisser par rapport à il y a 5 ans, alors que leurs activités sont plus précieuses. Elles fabriquent des produits de base comme de l'acier, du ciment, de la farine et de l'électricité que les gens achèteront encore dans 10 ans. Elles ont une grande part de marché en Corée. Certaines de ces entreprises exportent en Chine et au Japon également. Pourtant, pour une raison ou une autre, elles sont passées inaperçues. Regardez, cette entreprise de farine a plus que sa valeur de marché en liquidité et elle se vend 3 fois le bénéfice. Page 904. Ce que Buffett voulait par-dessus tout, c'était que les investisseurs, les actionnaires, les médias et par-dessus tout les étudiants en économie prêtent attention à lui et à Berkshire Hathaway. Sa chapelle Sixtine, son entreprise didactique, le travail de sa vie qui décrivait sa manière de concevoir la gestion d'une entreprise. Page 918. Buffett avait longtemps préféré trouver une excellente entreprise et en détenir le titre aussi longtemps que possible, détenir des actions pour l'équivalent d'une vie d'investissement, ne pas vendre les entreprises acquises par Berkshire, investir comme s'il n'y avait que 20 trous sur votre carte, acheter et garder pour toujours. Buffett avait certes appris par expérience qu'en cas de doute il conserve, pour des raisons personnelles il aimait les gens, les dirigeants, l'entreprise, le fait de devoir prendre moins de décisions et sa réputation de fidélité. Pourtant, durant ses premières années, il n'avait pas hésité à vendre un titre pour un autre lorsque une meilleure opportunité se présentait. Rétrospectivement, il admit que le fait de ne pas s'être débarrassé de certaines actions était une erreur. Page 948. Méthode Buffett. Étudier un univers contenant des milliers d'actions. S'enterrer dans des bibliothèques et des caves pour lire des chiffres et des rapports que personne d'autre ne se souciait de lire. Lire chaque mot de plusieurs journaux chaque jour. Il rendait visite aux entreprises et passait des heures à parler de barils de pétrole avec la femme qui gérait une exploration de Grave Bros Corporation ou d'assurance automobile avec Lorimer Davidson. Il lisait les magazines comme le Progressive Grocer pour comprendre comment stocker un rayon boucherie. Il encombra le siège arrière de sa voiture avec des Moody's Manuals et des livres de comptes. Il passa des mois à lire des vieux journaux datant d'un siècle pour apprendre les cycles économiques, l'histoire de Wall Street, l'histoire du capitalisme, l'histoire des entreprises modernes. Il suivait le monde de la politique avec intensité, reconnaissant qu'il affectait l'activité des entreprises. Il analysait les statistiques économiques jusqu'à avoir une compréhension profonde de ce qu'elles signifiaient. Depuis l'enfance, il avait lu toutes les biographies qu'il avait trouvées sur les gens qu'il admirait, recherchant des leçons qu'il pouvait apprendre de leur vie. Il s'attachait à quiconque pouvait l'aider et avait imité toutes les personnes qu'il trouvait intelligentes. Il définit son cercle de compétences pour éviter de faire des erreurs. Afin de limiter le risque, il n'utilisait jamais une grande quantité de dettes. Il ne cessait jamais de penser aux affaires, ce qui faisait une bonne entreprise, ce qui faisait une mauvaise entreprise, comment elles étaient compétitives, ce qui rendait les clients fidèles à l'une plutôt qu'à l'autre. Il avait une manière unique de tourner et retourner les problèmes dans sa tête qui lui donnait des idées que personne d'autre n'avait. Il avait développé un réseau de gens qui, pour son amitié aussi bien que pour sa sagacité, non seulement l'aidaient, mais restaient hors du chemin lorsqu'il le leur demandait. Que les temps soient durs ou faciles, il ne cessait jamais de penser à des moyens de gagner de l'argent, et toute cette énergie et cette intensité devinrent le moteur qui faisait fonctionner son intelligence innée, son tempérament et son savoir-faire.